Chers camarades, bonsoir, bonne année 2016, puisque nous sommes là pour la première séance de l'école de formation de l'année 2016, en ce 11 janvier. Nous accueillons ce soir Gérard Sebaoun, qui est député socialiste, encore, en tout cas jusqu'à la fin du mandat, tu nous feras ce plaisir-là quand même. Qui est donc député socialiste et qui est élu de la 4e circonscription du Val d'Oise. Donc c'est pour ça aussi que je connais bien Gérard. Ça fait de nombreuses années que nous nous croisons dans cette merveilleuse fédération valdoisienne du Parti socialiste. Gérard est par ailleurs médecin cardiologue de profession. Voilà, je te laisserai terminer la présentation détaillée. Et c'est particulièrement investi sur l'examen et les débats du projet de loi modernisation du système de santé qui était porté par Marisol Touraine dernier trimestre de l'année 2015. Voilà. Donc, vous connaissez la façon dont on procède dans les séances de l'école de formation. Une introduction va nous être faite par Kylian Barthélémy, qui est un camarade de la section du 3e arrondissement de Paris. 5-7 minutes maximum pour présenter le rapport entre l'actualité et la thématique de la soirée. Ça ne devrait pas trop poser de problème. 3 quarts d'heure, 1 heure, en tout cas le temps dont on aura besoin ensuite, Gérard, pour vous exposer ces réflexions qui seront évidemment pas limitées uniquement, je m'avance peut-être, hein, tu nous diras à la loi Touraine qui a été adoptée, et puis ensuite un échange entre l'intervenant et l'ensemble des participants qui sont là. Voilà. Kylian, je te passe la parole, c'est à toi. Je te remercie. Donc, je vais très succinctement me présenter pour savoir d'où je parle. Donc, après un master d'histoire à la Sorbonne et un master de sciences politiques, je suis en train de préparer des concours de la fonction publique, à savoir les IRA, notamment, et le concours d'attaché des administrations parisiennes. Donc, cela aussi pour vous dire que je suis un peu tout petit comparé à la personne qui va me succéder, donc pour remettre les choses à leur place, hein, et la place qui est la mienne. Donc, on m'a demandé d'intervenir sur le rapport entre l'actualité, la loi qui a été votée le 17 décembre 2015, et la mettre en relation avec ce qu'on avait pu signer, enfin ce qu'avait signé le Conseil national, la Convention égalité réelle, qui avait été adoptée le 9 novembre 2010. Donc, à savoir que cette convention, au chapitre 4, qui s'intitulait « Des services publics universels et personnalisés pour relever les nouveaux défis de l'égalité », elle prévoyait notamment, donc petit 1, de faire de la prévention la priorité, un nouvel âge de l'organisation des soins, de reconquérir une prise en charge solidaire des dépenses de santé, et en petit 4, le droit de finir sa vie dans la dignité. Il faut savoir que les dépenses de santé, elles approchent 220 milliards d'euros par an, ce qui représente peu ou prou un peu plus de entre 10 et 12% du PIB, vous me corrigez si je me trompe. Et que malgré les bienfaits de notre système, il reste des inégalités flagrantes entre CSP, entre catégories socio-professionnelles, notamment sur l'espérance de vie, mais plus encore sur l'espérance de vie dite en bonne santé. Donc c'est quelque chose qu'on va s'attacher à améliorer. La Convention pointait plusieurs problèmes, à savoir dans le contexte de l'époque 2010, donc, et une droite gouvernementale qui n'avait de cesse de diminuer les remboursements, des honoraires de plus en plus élevés et l'apparition de déserts médicaux, que ce soit dans des zones rurales ou dans des zones de quartiers difficiles. Donc ça supposait aussi l'allongement des listes d'attente chez les spécialistes et des difficultés pour trouver un médecin le soir et le week-end. Donc sur la prévention, elle prévoyait, puisque c'était une de ses priorités, la prévention, elle prévoyait de s'attaquer notamment à la santé au travail, à l'environnement et à l'alimentation. Parce que les accidents du travail,
et les maladies professionnelles pèsent pour 60 milliards d'euros dans les dépenses de santé. Donc, elle souhaitait faire la promotion de la santé des enfants, de la lutte contre l'obésité, qu'on pourra retrouver plus tard dans la loi qui vient d'être votée, de l'hygiène bucco-dentaire. Et elle dénonçait également le paiement à l'acte. Alors, c'est quelque chose que je vais traiter à plusieurs reprises dans mon intervention. Le paiement à l'acte qui n'était pas propice, selon eux, à un temps long qu'on consacrera aux patients et parce qu'il nécessite des actes médicaux standardisés, de manière en fait à reproduire la même ordonnance, le même recours aux mêmes médicaments et quelque part à une meilleure productivité du médecin. Une troisième chose qui a été dénoncée, c'était la liberté totale d'installation, toujours dans cette même convention, qui présente de nombreux effets pervers, à savoir des inégalités territoriales, donc des déserts, à la fois des déserts médicaux qu'on peut retrouver par exemple dans la région Picardie, enfin qui fait maintenant partie du Nord-Pas-de-Calais Picardie, ou dans la région Normandie, et à l'inverse des régions mieux dotées comme l'Île-de-France ou la région PACA. Donc ces déserts médicaux qui sont ruraux ou dans les quartiers difficiles, à l'inverse, ils ont pour cette liberté totale d'installation, elle entraîne aussi une surpopulation dans certaines zones denses, donc des flux beaucoup plus tendus avec beaucoup plus de praticiens. Donc c'est ce double effet pervers qui a été dénoncé et ce à quoi il sera proposé plus tard, donc d'assurer une couverture plus homogène du territoire. Comment est-ce que cela a été proposé? Comment est-ce qu'on se proposait de revenir là-dessus dans cette même convention toujours? Tout simplement avec des plafonds dans les zones qui sont surdotées et avec une nécessité pour les jeunes médecins, donc au sortir de leurs études, une nécessité pour eux d'exercer dans des zones de santé prioritaires. Donc il était précisé, pendant 2 ou 3 ans à la sortie des études. Donc c'est un peu le même système qu'on peut retrouver pour l'éducation nationale. Donc par cette double action, à savoir les plafonds et quelque part une obligation pour ces jeunes étudiants, pour ces jeunes diplômés, on entendait mieux couvrir de façon plus homogène le territoire. La deuxième chose à laquelle on s'attaquait, le paiement à l'acte. Le paiement à l'acte, je recherche mes notes. Voilà, on lui opposait une introduction un paiement forfaitaire, au forfait en fait. Donc par opposition à ce paiement à l'acte, ça suppose en fait un forfait différencié en fonction du profil de patient. Donc après, il y avait plusieurs possibilités d'indicateurs, etc., des pistes qui étaient proposées, mais rien n'avait été arrêté. Mais on pouvait retrouver, par exemple, dans le profil du patient, selon son âge, selon son affection chronique, selon les indicateurs du territoire dans lequel il est soigné, des indicateurs sanitaires et sociaux, un échelonnement comme ça du forfait avec lequel aurait été rémunéré le médecin. Typiquement, pour une grippe, on suppose qu'il aurait perçu moins que pour une maladie orpheline qui nécessite plus de recherche, etc. Donc, à la logique de ce paiement à l'acte, on proposait une introduction du paiement au forfait. Ça, c'était donc le discours de la Convention égalité réelle. Elle dénonçait, en fait, les pratiques du gouvernement sur les franchises médicales, sur l'augmentation des forfaits hospitaliers, sur l'augmentation des remboursements et sur ce vocabulaire qui consistait à vouloir responsabiliser les Français. Donc elle dénonçait quelque part un renoncement aux soins pour les personnes qui ne peuvent pas se le permettre ou qui les décalent dans le temps. Et c'était une vraie préoccupation parce que du coup, en décalant les soins dans le temps, on peut dénoter une aggravation des pathologies qui, au final, pourront coûter plus cher, in fine, à l'assurance maladie.
Donc cette logique de déremboursement, elle a pour effet mécanique donc ce transfert des dépenses de l'assurance maladie vers les mutuelles de santé. Donc ce transfert qui accroît quelque part les inégalités puisque tout le monde n'a pas la chance d'avoir une mutuelle. Et donc ça accroît les inégalités, ça accroît le coût des dépenses de santé pour ceux qui n'ont pas de mutuelle, donc, parce que le transfert se fait de l'assurance maladie vers la mutuelle. Donc du coup ça accroît aussi le coût des cotisations à ces mutuelles qui ont augmenté donc à l'époque, entre 2003 et 2010, de 50%. Et du coup, comme il y a un accroissement, c'est un effet en chaîne en fait, et comme il y a un accroissement du coût des mutuelles, il y a un accroissement du nombre de personnes qui n'ont pas de mutuelle. Donc sous prétexte de ne pas augmenter les impôts, quelque part, elle entame le pouvoir d'achat des Français, et ce transfert de la charge de l'assurance maladie vers les complémentaires, c'est ni plus ni moins qu'un impôt finalement. Parce qu'on ne paye pas, soit on paye tout de suite le surplus, soit on paye la mutuelle, mais on paye plus à un moment ou à un autre. Le problème, c'est qu'en transférant de cette façon aux complémentaires, déjà tout le monde n'y a pas accès, et en plus c'est un impôt qui est particulièrement injuste puisqu'il n'y a pas de proportionnalité dans l'impôt ici. Donc en réponse à ce constat, on souhaitait avoir un meilleur remboursement dans la part essentielle des soins, une meilleure prise en charge des soins également dentaires et optiques, et on se proposait aussi d'encadrer les dépassements d'honoraires. Pour financer toutes ces mesures, plusieurs pistes, plusieurs marges de manœuvre, on entendait lutter contre les rentes excessives de certains professionnels de santé, de certains. Il n'est pas ici question de penser que tous les médecins se font beaucoup d'argent sur le dos de la sécurité sociale. On entendait aussi donner la priorité aux médicaments génériques qui sont moins chers dans un État, la France, qui est particulièrement consommateur de médicaments. Donc donner la priorité à ces médicaments génériques et aussi mettre à contribution ces firmes pharmaceutiques qui bénéficient de ce système de santé et qui, on entendait les mettre à contribution pour financer notre modèle de santé. Donc ça, c'était sur la Convention égalité réelle, 9 novembre 2010. Ce qui est intéressant il est intéressant de s'apercevoir qu'au même moment que cette convention était votée, il y a un rapport de la mission sur la médecine de proximité qui a été demandé à Madame Elisabeth Hubert, qui fut assez succinctement ministre de la Santé sous le gouvernement Juppé en 1995, et donc qui remettait ce rapport au président Sarkozy le 26 novembre 2010, donc le même mois, 2 semaines plus tard. Donc sur ces propositions, elle proposait une réforme des études médicales, une aide à l'installation dans les déserts médicaux, une profonde modification des modes de rémunération, à savoir moduler la tarification en fonction de la complexité variable des actes effectués. Donc sur le constat, on peut retrouver peu ou prou les mêmes constats. Par contre, on peut retrouver donc des similitudes gauche-droite. Par contre, sur les réponses, elles ne sont pas les mêmes puisque Madame Hubert se propose, à travers ce rapport de mission, d'augmenter la tarification pour les patients, alors que la Convention égalité réelle proposait de rémunérer différemment les médecins, ce qui n'est pas la même chose. Et qu'à l'aide à l'installation, c'est-à-dire en fait une incitation fiscale, un peu moins de charges, moins d'impôts à payer, la Convention, elle, proposait une période nécessaire d'installation pour les étudiants en fin d'études. Il faudrait que tu conclues. J'ai presque fini. Je suis absolument désolé. Pas de problème. Je ne pensais pas faire assez, et puis au final. Donc, tout ça, il faut le mettre en relation avec la loi qui vient d'être votée, donc adoptée à l'Assemblée nationale le 17 décembre 2015, qui s'appelle Projet de loi modernisation de notre système de santé, et qui prévoit notamment la généralisation du tiers payant, donc qui permet de ne pas avancer les frais médicaux et de favoriser l'accès aux soins pour les plus démunis. Elle permet aussi, je suis absolument désolé, je vais prendre une minute sur ça, sur la généralisation du tiers payant,
elle était aussi le fait déjà en place dans les hôpitaux publics. Et de ce fait, le fait de ne pas avoir avancé une somme d'argent pouvait engorger les systèmes, enfin les services d'urgence, parce que les gens favorisaient le fait d'aller aux urgences, même pour un bébé malade d'une grippe ou d'une petite maladie, plutôt que d'aller chez le médecin, son médecin généraliste, et avancer une somme de 23 € par exemple. Donc ça peut aussi permettre de désengorger ces services d'urgence. Elle prévoit également le paquet neutre pour les cigarettes, l'expérimentation des salles de consommation à moindre risque, le droit à l'oubli pour les anciens malades de cancer, les actions de groupe pour les litiges médicaux, la fin de la semaine de réflexion avant l'IVG, des règles plus strictes sur le don d'organes. En fait, maintenant, il faut particulièrement présenter un refus de ce don d'organes et être inscrit sur un registre national, alors qu'avant, c'était l'autre logique qui primait, c'est-à-dire s'être manifesté comme donneur d'organes. Et l'élaboration aussi d'un code couleur aliments, rouge pour le fromage, vert pour les légumes, notamment pour lutter contre l'obésité et la consommation de tout ce qui est gras, sucre et sel. Donc si cette loi de modernisation, elle apporte de véritables améliorations pour notre système de santé, à n'en pas douter, elle ne comprend pas les mesures, elle ne prend aucune mesure en termes de rémunération des professionnels de santé, de l'installation des médecins et du double problème saturation versus déserts médicaux, du remboursement des soins dentaires et optiques et de la contribution des grands groupes pharmaceutiques au financement de notre modèle. Voilà. Merci Kylian, on peut le... Comme je disais, c'est toujours un exercice qui n'est pas évident quand on s'y met la première fois. Gérard, organisation et défis du système de santé, tu as la parole. Alors, en entendant notre camarade, j'étais à la fois impressionné par le travail qu'il a construit et perplexe. Parce que je vais devoir répondre à certaines de ces questions et mettre peut-être une forme de perspective un peu compliquée. Quand Frédéric m'a demandé ça, moi j'ai dit oui tout de suite parce que j'aime bien Frédéric et puis ça me permettrait comme ça de compiler rapidement quelques notes. Et quand je m'y suis mis, je suis tombé dans un océan de perplexité et d'ignorance. La santé, c'est un champ extraordinairement vaste. D'abord, c'est vieux comme le monde, la santé, bien évidemment, depuis le premier homme. C'est un sujet qui intéresse tout le monde. Et c'est un sujet, quand on commence à le traiter sur le plan, on va dire, macro, où on parle en milliards, en dizaines ou en centaines de milliards d'euros. Et où on parle en millions d'individus. Donc, ce n'est pas un petit sujet. Il a raison, ça concerne tout le monde et ça nous concerne. Alors, est-ce que face à ce monstre absolu, mais qui finalement, quand on interroge les Français, je vais vous donner quelques chiffres, marche pas si mal, est-ce que, comme il l'a dit, il y a des trous dans la raquette considérables qu'on pourrait améliorer finalement? C'est l'idée. D'où on part? On part d'une idée formidable, qui n'est pas née chez nous d'ailleurs, qui est née chez les Allemands au XIXe siècle, avec Bismarck, c'est une relecture récente, qui a mis sur pied le premier système d'assurance sociale en Allemagne. Système très cartésien, finalement. Et nous, il a fallu quand même qu'on attende 70 ans pour, avec la Libération et le Conseil national de résistance, pour qu'on invente la sécurité sociale, finalement les bases fondamentales du système qui est le nôtre, c'est-à-dire solidaire, universel, qui marche encore, mais qui marche probablement moins bien qu'il l'a marché au début de son existence. Donc c'est un système, rappelons, obligatoire, la sécurité sociale, ce n'est pas un système optionnel, et l'Europe n'y est pour rien. Vous savez, il y a eu des tas de débats autour de dire est-ce que la concurrence européenne ne met pas à bas les systèmes nationaux? La réponse est non. Les systèmes nationaux sont les systèmes nationaux et chacun fait ce qu'il veut chez lui. Et donc c'est un régime obligatoire et vous ne pouvez pas ne pas être, lorsque vous êtes soit salarié, soit profession non salariée, soit agriculteur, vous ne pouvez pas échapper à la sécurité sociale avec la MTS, avec
la MSA pour les agriculteurs, avec le RSI pour les non-salariés. Système qui marche de façon différente. Hein. Le RSI, vous connaissez ses difficultés. D'ailleurs, l'idée force aujourd'hui qu'on imagine, c'est un regroupement de l'ensemble des systèmes, très probablement, pour donner une meilleure efficience au système. Mais dès sa naissance, le système de protection sociale, dont la maladie est une partie seulement, le système de protection sociale, il avait accepté l'idée qu'il y avait des régimes particuliers qui préexistaient, donc des régimes dits spéciaux, hein, qui sont restés, et déjà le rôle des mutuelles qui existait, puisque c'est une histoire. Et donc on était avec un régime obligatoire solidaire, à cotisation, le système étant cotisation entrepreneur, cotisation employeur, cotisation salarié, et à côté de ça, donc, des régimes spéciaux qui traitaient des éléments et des mutuelles qui venaient compenser. Donc l'idée du régime qui ne couvrait pas la totalité du champ existait déjà dès la naissance de la sécurité sociale. L'idée qui pourrait nous traverser, et c'est un peu ce qu'a dit notre camarade, ça serait de revenir aujourd'hui vers un système unique qui couvre l'ensemble des frais, on les reverra tout à l'heure, du champ de la santé. Après tout, la santé, je ne décide pas de ma santé, il y a des impondérables. Il a cité l'âge, il a cité les maladies aiguës ou chroniques qui peuvent nous amoindrir, il a cité les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Et il a raison. Je ne suis pas convaincu du chiffre que tu as donné sur les AT, mais on en parlera. Donc on est en 1946 finalement avec un système qui va bien. Et il faudra attendre, j'ai fait le calcul, 50 ans pour que ce système qui allait moins bien commence à connaître quelques bouleversements. Et ces bouleversements, vous vous en souvenez, ça a donné lieu à une grève absolument massive dans les rues de Paris avec la réforme Juppé. Et l'année 96, où tout ça se passe, enfin 95-96, Juppé est Premier ministre, on crée en 96, je vous donne ces éléments parce que c'est important de savoir de quoi on parle, hein, parce que vous verrez que nous on est finalement bons gestionnaires, mais je pense que ça ne répond pas aux questions de notre camarade. En 96, on crée la caisse d'amortissement de la dette, c'est-à-dire qu'on a accumulé de la dette. Ce n'est pas un système si vertueux que ça, puisqu'il n'est pas équilibré. Et pourtant, en 96, on n'est pas dans les conditions socio-économiques, les chiffres ne sont pas exactement ceux d'aujourd'hui. On crée quelque chose qui existe aujourd'hui et qui répond à certaines des préoccupations de notre camarade. On crée la première loi de financement de la sécurité sociale, qui n'existait pas avant. Donc il y a les lois de finances, et à côté la loi de financement de la sécurité sociale. C'était à peu près normal. Les lois de finances, ça gère le budget, c'est 280 milliards, 280 milliards, je ne sais plus, j'ai regardé, 285 milliards de recettes fiscales, etc. Et la Sécu, recettes dépenses, équilibrées à quelques milliards près puisqu'on est en déficit, c'est 470 milliards à peu près. Le chiffre exact étant, je vous le donne parce que moi-même, j'ai toujours du mal quand je vois des chiffres aussi importants. Dépenses totales 2015, régime de base, 476 milliards d'euros. Recettes totales, 466 milliards d'euros. Donc on est vraiment sur du très très lourd. Du très 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 lourd. Donc gérer la sécurité sociale, c'est aussi important, c'est 2 fois plus important presque, que de gérer le budget de l'État. Donc c'est pas rien. Et on est face à, quand on rentre dans le détail, un mécano extrêmement complexe et qui évidemment marche, avec des acteurs extrêmement différents. L'État, la Sécu, et les acteurs avec lesquels conventionne la sécurité sociale, qui sont multiples et variés. La médecine de ville, les établissements hospitaliers, publics et privés. Et tout ça, ça représente des millions de gens, et puis, évidemment, une espèce de tiers-état, là, hein, parce que tiers, parce que c'est un peu moins du tiers que ça représente en termes
de poids, 20% à peu près, un peu moins, les mutuelles, enfin le système d'assurance complémentaire, qui lui-même a 3 pattes. Il y a là-dedans des sociétés d'assurance qui sont gérées par le Code des assurances et qui sont donc des sociétés anonymes, pas toutes. Il y a un système mutualiste aussi chez les assureurs, c'est un peu différent, mais globalement, ce sont des monstres assurantiels, donc qui ont des actionnaires et qui ne sont pas là pour perdre de l'argent. C'est le système de marché classique. Vous avez à côté des mutuelles qui ne sont pas à but lucratif, qui ont donc des adhérents, qui ne peuvent pas sélectionner les gens qui adhèrent. Et vous avez un troisième pilier de ces assureurs complémentaires, de ces régimes complémentaires, qui sont les instituts de prévoyance, qui sont gérés par les partenaires sociaux, patrons et salariés. Tout ça, ça recouvre le monde salarié. Tous les systèmes recouvrent 60 millions d'individus. C'est considérable. Du plus jeune au plus vieux. Et donc, nous sommes face à un Français qui a un régime obligatoire et qui est couvert, et qui a ou non un régime complémentaire. 96% des Français ont un régime complémentaire. Je n'ai pas dit qu'ils étaient tous d'égale valeur. 96%. D'où la loi de 2013, enfin l'article de la loi Annie de 2013, qui entre en vigueur, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2016, pour donner une complémentaire à tous les salariés qui n'en avaient pas. Ce qui nous fait entrer dans un système de complexité encore plus importante, parce qu'il y a ceux qui avaient, mais qui sont obligés de changer. Enfin bon, c'est extrêmement compliqué. Donc déjà, avec les acteurs que je vous ai mis sur la table, le pauvre patient, et même l'acteur de santé standard, c'est-à-dire celui qu'on reconnaît comme acteur de santé, le toubib, l'infirmière, l'aide-soignant, l'agent administratif, etc., etc. Je vous laisse décliner les autres professions. Il faut mettre tous ces gens en accord pour qu'à la fin des fins, le système reste solidaire et serve à améliorer les indicateurs de santé qu'il a parfaitement décrits. Nous sommes dans un système également, nous sommes dans la logique du système français, c'est construit sur l'excellence du soin et pas du tout sur la prévention, contrairement à d'autres pays. Il y a des pays qui ont fait de la prévention l'excellence. On cite toujours les mêmes, mais on peut le Canada est probablement celui qui a une très belle école de santé publique et a bien appréhendé ces sujets. Les systèmes sont différents en Europe et ailleurs. Il a rappelé ce que ça représentait en termes de PIB, environ 11%. Quand on regarde les chiffres de l'OCDE, moi je les ai repris pour que vous ayez une idée. En France, les dépenses de santé, elles progressent au même rythme que les pays de l'OCDE. Peu ou prou, en moyenne. Et la part qu'on y met, c'est-à-dire ce fameux 11%, c'est un peu plus que la moyenne des pays de l'OCDE, qui est d'un peu moins de 9. Mais quand on se compare avec les pays de niveau de vie équivalent, voire supérieur, la Suisse, les Pays-Bas, l'Allemagne, etc., on est, au Royaume-Uni, on est dans le même étiage. Voilà. Donc, est-ce que notre système est meilleur que le leur, etc. On verra que l'intérêt du système français, quand on regarde les indicateurs de l'OCDE, c'est qu'on n'est pas bon en prévention. Je vais prendre 2 exemples, puisque c'est en rapport avec la loi santé. L'alcool, le tabac, on est les derniers de la classe. On est des ânes battés. C'est un pur scandale. On est très mauvais. Alors que les Anglais, sur le tabac, ont fait des progrès tout à fait considérables. Ils ont mis le tabac, le paquet à 20 €, je crois, récemment, là. Et puis ils ont fait baisser très significativement le tabagisme chez eux. Et ils introduisent aussi le paquet neuf. Mais le reste à charge par individu, par Français, est extrêmement faible. C'est le plus faible de l'OCDE. Quand vous regardez l'étoile de l'OCDE, on est en périphérie sur ce qui est prévention, et on est au cœur
sur ce qui est reste à charge. Les Français, finalement, payent peu. Alors, quand on dit ça, on n'a pas tout dit. Parce qu'un Français qui paye peu, quand il gagne peu, ben, il paye déjà. Quand il gagne beaucoup, il s'en fout de payer peu. Parce que, de toute façon, et souvent, il est mieux couvert. Bon. Ça nous ramène à la question de est-ce qu'il faut continuer à vivre sur nos deux jambes, régime obligatoire, régime complémentaire. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas faire autrement. Je vous le dis. Vu les sommes en jeu, je ne sais pas faire autrement. Quel que soit ce qu'on a écrit de façon tout à fait dynamique dans notre volonté de modifier le système. Alors, la gauche, vis-à-vis de tout ça, évidemment, elle a, au fil du temps, fait des choses. Et notamment, on lui doit la CMU, lors du quinquennat, lors du passage de Jospin à Matignon pendant 5 ans. La CMU, c'est 5 millions de personnes, à peu près. Je vous donne les chiffres à la louche, hein. Ne les retenez pas comme ça, je vous les donnerai si vous voulez, parce que je les ai exactement. Mais... Donc la gauche, elle sait faire de la solidarité quand il faut. La gauche sait maintenir l'AME, même si l'AME est passée de 100 ou 300 millions à aujourd'hui 800 millions environ. Et la droite dit 1 milliard, nous on dit un peu moins de 800. Enfin bon, on est autour de 800 millions. Et je pense que ça nous honore de continuer à avoir ces outils. La CS, c'est pas nous qui l'avons inventé, mais la CS, ça existe aussi. Mais le taux de recours n'est pas très bon. Voilà. On fait des choses, mais le taux de recours n'est pas très bon. La CMU, ça marche plutôt bien. Et la CMU démontre ce qu'a dit notre camarade, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un est loin des soins et qu'il ne peut pas, pour une raison X ou Y, et notamment des problèmes financiers essentiellement, se soigner, le fait d'être à la CMU, d'y avoir droit, à la CMUC, ça lui permet à un moment de dépenser plus, ça c'est vrai quand on regarde les chiffres, de dépenser plus parce qu'il a un retard de soins global, et ensuite de revenir exactement au même niveau de consommation du soin que l'ensemble des Français. Alors évidemment, quand vous avez 20 ans, sauf maladie particulière, vous consommez moins que quand vous en avez 70 ou 80. Et on sait bien que c'est dans les 5 dernières années de sa vie qu'on consomme considérablement du soin. Et que donc ce système solidaire qui prend tout le monde est absolument majeur et essentiel de notre pacte national. Je pense qu'il y en a un, le pacte national, qu'il faut bien conserver, c'est bien celui-là. C'est bien celui-là. Alors il est soumis à des critiques, à des contraintes, à des attaques. Et je vais revenir sur certains points. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en difficulté pour plein de raisons. Je pense que notre modèle s'essouffle. Le modèle du soin magique, du soin extraordinaire, du soin français, hein, quand on interroge les Français, j'ai regardé un sondage de l'année dernière, qu'est-ce que vous pensez de votre système de santé? À 86%, ils sont satisfaits. Mais dans le même temps, 86%, ils anticipent qu'il va y avoir une hausse de dépenses. Et là, ils n'aiment pas trop, parce qu'ils trouvent qu'ils payent déjà assez. Vrai, pas vrai, ils payent en tout cas. Pour aller toujours dans le sens de ce qui est une de nos préoccupations et qui intervient dans le premier article de la loi santé, 93% des Français pensent que la prévention pourrait être une bonne alternative au déficit de l'assurance maladie. Pas inintéressant comme idée. Bon, ils pensent tous aussi que la déchéance d'activité, c'est bien. Enfin bon. je ferme la parenthèse. C'était pour faire rire. 93% pensent que la prévention, c'est bien. Ils ont raison. Et ils ont raison, et ils ont même perçu, ce qui existe également dans la loi santé, je ne rappellerai pas ce qu'a dit notre ami, ils ont même perçu que l'alimentation, que l'activité physique, c'était des choses importantes pour aller mieux, en tout cas, aller mieux au quotidien si ça ne fait pas vivre plus longtemps. Antoine, on va lui dire non. Voilà. Et globalement, ils ne sont pas mécontents du système de remboursement, etc. De quoi ils sont mécontents, alors les Français, quand on les interroge, face à ce système qui est une hydre absolument insensée. Hein. Je vous en donne encore quelques exemples, vous allez voir que les chiffres sont étonnants. Ils pensent que de l'endroit où ils habitent, puisque finalement, si le système est universel,
et solidaire, il faut bien que j'habite au sud, au nord, au cœur, à l'est ou à l'ouest, j'ai à peu près le même service rendu, puisque je suis un cotisant et que je suis solidaire du système. Ça n'est pas le cas. On a vu se développer depuis des années et des années et des années, ça n'est pas nouveau, c'est ancien comme système, comme constat, ce qu'on appelle des zones sous-denses. Alors quand on parle de zones sous-denses, on parle essentiellement d'activité médicale pure. Est-ce que ça suffit à catégoriser le problème? Ben, je vais vous dire que je pensais qu'effectivement, un peu naïvement probablement, on aurait dû pouvoir répondre à cette logique par différents éléments que je vais reprendre. C'est plus compliqué que je ne le croyais. Et je tire ça d'un moment passé ici à l'Assemblée nationale en écoutant un géographe qui était venu nous faire je ne sais plus lequel c'était, enfin un type important, il écrit plein de bouquins, je n'ai pas retenu son nom, excusez-moi. Et il était tout à fait passionnant parce qu'il répondait aux questions de députés qui étaient là, on n'était pas très nombreux à Colbert, et certains qui avaient des responsabilités locales lui disaient mais je ne comprends pas, je fais le maximum, j'ai une zone d'activité, j'essaie de créer de l'emploi, j'essaie de maintenir les jeunes sur mon territoire, etc. J'y arrive pas. Le mec il parlait du moulin, enfin dans l'Allier. L'Allier des moulins, je ne sais pas trop le pas. Et le type lui disait mais vos jeunes, laissez-les partir. 2, ça ne répond pas à la problématique. Comment je rattache la santé? Je vais vous expliquer. Il prenait l'exemple de quelqu'un qui est un cadre dans n'importe quelle entreprise, peu importe, qui habite en région parisienne et qui a une famille. Puis il en a un peu marre, la région parisienne. Il se tape 3 heures par jour de transport, il travaille comme un damné, etc. Il a envie d'aller voir où il y a de l'herbe verte, et où il y a un peu de soleil, ou je ne sais pas quoi, des endroits où regagner un terroir familial, j'en sais rien, il fait ce qu'il veut. Et puis il décide. Mais sur quels arguments il décide? Moi je croyais qu'il décidait si on lui donnait une place de meilleure qualité, son entreprise, dans une filiale, je ne sais pas quoi. Pas du tout. Il décide d'abord pour une région et un cadre de vie. Et que si on le paye un peu plus cher dans le nord, Roubaix-Tourcoing, personne n'est Roubaix-Tourcoing, comme j'y suis allé il y a quelques mois, j'ai trouvé que c'était un peu en déshérence. Et de l'autre côté, les Pays de Loire. Et le Pays de Loire est Nantes, pour faire simple. Et je n'ai pas pris cet exemple par hasard, vous allez voir. C'est pas parce que c'est héros, mais c'est pas par hasard. Non. Et il va aller dans les Pays de Loire. Pourquoi? Parce qu'il recherche avant tout le cadre de vie. Et qui sait que si le cadre de vie au sens large, cadre de vie, pas seulement environnemental, social, qu'est-ce qu'on m'offre pour moi et ma famille? Du boulot, bien sûr, des écoles pour mes enfants, des services publics qui marchent, des transports efficaces, une température plutôt pas désagréable, etc. Voilà. C'est ça qu'ils recherchent les gens. Alors maintenant, je reviens à ce qui nous préoccupe. Qu'est-ce qu'il cherche le jeune médecin, parce que c'est de ça dont on parlait, qui a 25, 26, 27, 28 ans, 30 ans, dont la femme est instite, ou dont la femme est médecin, ou lui, il est je ne sais pas, éboueur à la ville de Paris, c'est elle qui est médecin, peu importe, moi je ne fais pas de sexisme là. Qu'est-ce qu'il cherche? Et on va voir d'ailleurs que c'est important les femmes dans cette histoire. Il n'y en a pas ce soir. Qu'est-ce qu'il cherche? Eh bien il cherche la même chose. Donc vous n'attirerez pas un jeune médecin de 30 ans, bien formé, dans ce que Morin a osé dire, le trou du cul, je ne sais plus où, là, je ne sais plus où c'était, enfin il a quand même gagné les élections, c'est quand même incroyable, voilà, en Normandie, mais je ne sais pas de quelle localité il parlait, hein, et voilà, de l'Orne. L'Orne, c'est beau, hein, l'Orne, hein. Mais le problème, c'est que vous n'attirez pas un type, il y a une rupture de génération, et elle est légitime. Moi, je fais partie d'une génération de vieux, j'ai 65 ans, et j'ai vu l'évolution absolument phénoménale de la médecine. Mais il y a des choses de base qui ne changent pas. Ce qui a changé,
c'est l'environnement et le paysage médical. Donc c'est des médecins, il y en a, je ne savais même pas qu'il y en avait autant, vous voyez. J'ai regardé, parce que je me suis dit, c'est pas possible, il n'y en a pas autant. Il y a inscrit alors des médecins aujourd'hui, 280 000 médecins dans ce pays. On est bon par rapport aux autres, je peux vous dire, en termes de pourcentage. Bon, il y a 23% de retraités, donc je suis. Merci. Continue à travailler. Mais c'est pas vous qui payez ma retraite complémentaire, donc ça va. Il y en a environ 200 000 qui ont une activité régulière. Activité régulière, ça veut dire qu'ils bossent, quoi. Parmi ceux-là, on a dans les nouvelles générations de plus en plus de femmes. Alors, qui dit femme, dans notre système construit comme il est, moi je sais bien que les pères aujourd'hui s'occupent énormément de leurs enfants, etc. Mais notre système construit comme il est, la réalité est quand même assez défavorable aux femmes. Et que donc, quand en plus elles ont des postes à responsabilité, ce que chacun souhaite, puisque nous sommes pour l'égalité professionnelle et salariale, eh ben, elles ont des demandes. Et ces demandes vont être d'autant plus construites sur des demandes extrêmement pressantes. Crèche, école, etc. Et donc là encore, quand on sait que dans les médecins libéraux qui ont moins de 40 ans, 60% sont des femmes, ça vous montre la problématique qui est juste pas simple. Et vous voyez aujourd'hui les exemples assez classiques, un individu, une ou un, qui s'installe à 80 km de l'endroit où il va travailler dans une maison de santé pluridisciplinaire, par exemple, mais qui va vivre à un autre endroit. Donc il va aller gagner sa thune et bien gagner sa vie, parce qu'on n'a pas besoin de leur donner de prime. Hein. Dans un désert médical, vous mettez n'importe quel Pékin, vous pouvez lui dire, on va te garantir 4 000 € par mois, il n'y a pas besoin. Hein. Il va faire plus tout de suite, hein, je vous le dis. Il aura du boulot du jour au lendemain, le mec. Mais à la fois, ça ne correspond plus à son envie. Les gens, quand vous rencontrez les syndicats de jeunes médecins, d'internes, etc., ils disent, attends, travailler au-dessus de 48 heures par semaine, ça va, c'est bon. Les vieux, c'était 60 heures. Ça ne leur posait pas beaucoup de questions. C'était une logique d'installation, une logique de vie. Ils se levaient la nuit, etc. Aujourd'hui, les gardes, c'est plus obligatoire. Les gens, ils ont raison. Hein, attendez, moi, je vais dans leur sens. Hein. Ils ont envie d'avoir une vie de famille, ils ont envie d'avoir une vie personnelle, ils ont envie d'avoir une vie culturelle, ils ont envie d'avoir une vie, tout court. Et donc, on est dans cette espèce de triangulation, là, entre des médecins bien formés, on va y revenir, qui n'inondent plus nos territoires. Ils restent autour des bourgs-centres ou autour des villes de CHU, etc. Et on n'arrive plus à les attirer. Alors je ne dis pas qu'on leur fait des ponts d'or, hein. On a donné des primes, on a inventé des tas de systèmes, peu importe, j'y reviens pas, c'est pas le sujet. Ça ne suffit pas. Et je vais vous raconter une anecdote que j'aime raconter, mais comme ça vous la partagerez avec moi. Quand on a reçu à l'Assemblée nationale le ministre de la Santé publique du Québec, il y a maintenant 2 ans ou 3 ans, 2 ans, un type qui avait l'accent, bien sûr, canadien, qui était un professeur de santé publique du Canada, mais qui était en plus ministre. Un type très drôle et extrêmement dynamique, une grande vision. Et là-bas, ils ont une vraie vision de la santé publique. Il nous a dit avec son accent, nous, pendant 20 ans, on a essayé l'incitation. Ben, ça ne marche pas. Et pourtant, le Canada, c'est grand. Et ils en ont recruté des médecins chez nous. Hein. Des psychiatres, des machins, parce qu'ils n'en avaient pas dans leurs différents États. Et après, il dit, on a mis en place la coercition, ce qui correspond à ce que dit notre camarade. Et ça marche pas mal. C'est moins vrai aujourd'hui, hein. Mais enfin, ça marche pas mal. Donc, on voit bien qu'il y a un moment, on est face à un choix. Alors, on traite des médecins, mais il y a d'autres corps de santé, hein, mais des professions de santé, mais les médecins, parce que c'est important, ils sont mobilisés, ils nous aiment plus, ils votent tous à droite. Je suis pas sûr que ça a été vrai. Je suis pas sûr que ça a été vrai en 2012. Pour les fréquenter quand même depuis longtemps. Je suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça. Mais est-ce que ce sont tous des conservateurs rétrogrades ? On peut répondre oui pour partie. Et est-ce qu'ils ont toujours tort ? On peut répondre non, ils ne sont pas toujours tort. Alors, est-ce que ce sont des conservateurs rétrogrades ? Oui, je crois que sur un point, je l'ai assez dit à la tribune de l'Assemblée à plusieurs reprises, pour reprendre les éléments que tu mettais en avant, les 4 piliers qui fondent la médecine libérale, 1927 ou 28, je ne sais plus,
aujourd'hui, et qu'on n'a absolument pas touché. Aucun des cadres pose question. Paiement à l'acte, qu'est-ce que ça change? C'est vraiment une espèce de dinosaure. Paiement à l'acte. Tous les gens ils payent. Et attendez, paiement à l'acte, et puis tout le monde ne prend pas la carte bleue. Si on vous dit espèce ou chèque. Et si vous n'avez pas d'espèce sur vous, vous allez à la tireuse en dessous. Faut qu'il y en ait une. Premier élément. Donc, paiement à l'acte, bon, ils s'y tiennent. Débat, je pense qu'ils ont perdu le sens commun quand ils disent ça. Deuxièmement, liberté d'installation. D'abord, ils s'y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux, alors qu'ils sont convaincus eux-mêmes qu'il y a un sujet. Il suffit d'aller à un colloque du Conseil de l'ordre des médecins. Il y a un très bel atlas démographique de l'ordre des médecins, je peux vous dire qu'il y a tout le temps, c'est remarquablement fait. L'ordre des médecins, c'est plus l'ordre des médecins de la dernière guerre. C'est devenu un ordre sérieux, qui travaille, ils produisent. Et il suffit d'aller regarder les documents qu'ils font. Donc eux les déserts médicaux, ils connaissent. Donc, liberté d'installation, c'est un vrai questionnement. Liberté de prescription, ah oui, quand même. Là, je pense que... Mais attention, on voit apparaître ce qui, moi, m'apparaît de bon sens, qui s'appelle des espèces de guides de prescription qui existent déjà, par exemple, en Suède. En Suède, vous ne pouvez pas vous prescrire dans une liste, par exemple, de médicaments définis. Est-ce que c'est mal, est-ce que c'est pas mal? Moi, ça révulse les médecins. Je ne suis pas sûr que ce soit une connerie, parce que c'est des choses qui sont testées par vos pairs. Enfin bon, il y a un moment, voilà, plutôt que de choisir sur une pharmacopée infinie, choisissez sur des 12 machins, parce qu'ils sont bien remboursés, et puis ils ont le même effet. Voilà. Donc ça, liberté de prescription, je pense qu'il ne faut pas s'énerver. Et liberté de choix de son médecin, réponse oui, sauf qu'on vous demande de prendre un médecin traitant, prenez un médecin traitant, mais enfin, on a inventé tellement d'exceptions que vous allez voir qui vous voulez, il suffit de payer un peu plus, et puis c'est tout. Donc, au pilier de la médecine libérale, on les a surtout laissés. Parce qu'en face de nous, on a 200 000 mecs. Et qui font du bruit. Et qui voient du monde. Et donc, moi, je veux bien qu'on soit de gauche. Mais même quand on est de gauche, c'est compliqué. Et donc, la politique qui est conduite maintenant depuis 3 ans par la même ministre est une politique quand même de contournement. Elle n'a pas pu les contourner longtemps parce que là, elle les a pris pleine poire. Donc, la question qui se pose, c'est fallait-il les contourner ou les affronter direct? Moi, je crois qu'à un moment, il faudra purger l'abcès. Alors, on avait eu un débat sur les déserts médicaux qui n'était non pas porté par la gauche, comme quoi quand la gauche est au pouvoir, il y a des gens de gauche dans l'hémicycle, les autres, qui étaient portés par l'UDI. Et l'UDI a fait une proposition de loi qui a été débattue, auquel j'ai participé comme d'autres, et qui proposait exactement ce que tu proposes, c'est-à-dire des mecs qui sont maintenant à gauche. C'était un peu la coercition, c'est-à-dire bon, on va prendre toute la génération, on va donner le temps, parce que quand même il faut 10 ans pour former un mec. Donc pendant, on était en 2013, c'était donc 2021, alors je me souviens plus exactement, à partir de 2021 on commence à serrer les boulons et tu devras X temps finalement à la puissance publique qui a permis de te former, etc. Bon, nous on a donné des arguments un peu fallacieux pour dire que oui c'était bien, mais enfin c'est pas bien, et puis bon, allez, remets ça dans ton sac et viens pas nous faire chier. Et terminé, on a oublié. Donc, on n'est pas très vertueux sur ce coup-là. Ça aurait été bien de faire On n'est pas. Aujourd'hui, ce serait peut-être différent parce que là, on pourrait faire un accord avec l'UDI, mais voilà. Et donc, on n'est pas très vertueux. Alors, on n'est pas très vertueux face à un corps qui compte. Est-ce qu'on a eu tort de finalement se concentrer sur un seul objectif? Alors, l'objectif, c'était le tiers payant. Alors, il faut quand même savoir d'où on parle. Évidemment, il a raison. Le tiers payant, c'est la règle à l'hôpital. L'absence d'avancée de paiement, évidemment, ça permet à une partie de la population, pour 2 raisons, à la fois parce qu'elle ne paye pas, mais aussi parce qu'elle ne trouve pas de médecin le week-end et la nuit, d'aller aux urgences de l'hôpital et de les engorger, qui pose un problème. Un médecin appelé la nuit, ça va vous coûter, allez, je ne sais pas moi, 50, 60 euros. Un passage aux urgences de l'hôpital, c'est 230 ou 240. Cherchez l'erreur. Donc on n'a pas intérêt à ce que les urgences voient affluer massivement
Et ceux qui vont le plus aux urgences de l'hôpital, il faut le savoir, ce sont les tout petits enfants, les bébés, parce qu'un parent avec un nouveau-né qui a 42 de fièvre ou qui est tout rouge, il balise. Donc ils foncent aux urgences pédiatriques d'Argenteuil chez nous, par exemple. Et puis à côté de ça, il y a les vieux, dont on ne sait plus que faire parce qu'ils vivent seuls, parce que la famille les voit pas bien, parce que le médecin au téléphone a dit j'ai pas le temps, je peux pas venir, machin. Le vieux, on le prend, on le met dans la voiture ou dans l'ambulance et on le balance aux urgences. Et là, on commence à faire tourner la machine parce que ça coûte cher tout ça. Donc on a un vrai sujet avec nos urgences qu'on n'a pas résolu, comme on n'a pas résolu les transports sanitaires. À chaque fois que quand vous parlez de santé, quand vous ouvrez un chapeau, vous trouvez un problème.